Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Michel-François Delannoy, qui est directeur du département Appui au territoire à la Banque des territoires. On parlera notamment de cette action de rénovation énergétique menée dans 1000 écoles au cœur des villes, dans les villes moyennes. Notre débat porte sur le retard de l'éolien maritime français face à l'Angleterre, et malgré nos kilomètres de côte, la comparaison est douloureuse. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, je vous invite à table. À table, c'est le nom de cette entreprise créatrice d'événements gourmands et durables. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Michel-François Delannoy, bienvenue. Merci. Vous êtes donc directeur du département Appui au territoire à la Banque des territoires. C'est l'un des 5 métiers de la Caisse des dépôts. Alors cette Banque des territoires, elle a été créée en 2018. C'est quoi sa fonction, si on pose un peu le décor ? Alors, assez simplement, l'idée de nos dirigeants, d'Éric Lombard et d'Olivier Sichel, a été d'adresser au territoire un certain nombre de moyens, puisque vous savez que la Caisse des dépôts prête, peut investir aussi dans des projets, en rentrant dans des sociétés de projets, peut aussi conseiller. Et l'idée, c'était donc de rassembler tous les métiers qui sont adressables en quelque sorte aux acteurs dans les territoires, qu'ils soient collectivités locales, dans une petite mesure les entreprises, mais aussi par exemple les OLS, les organismes de logement social, et puis les professions juridiques, voilà, qui sont aussi une cible importante du métier de la Caisse des dépôts. Donc l'idée, c'est à travers la marque Banque des territoires, d'adresser au territoire de manière plus efficace l'ensemble des contributions possibles de la Caisse des dépôts. Alors on va rentrer dans le détail de ce projet, la 1000 écoles en cœur de ville, dans les villes moyennes. Mais d'abord, pour bien comprendre, ça représente depuis 2018 combien de projets ? On est sur quelle échelle d'investissement ? Alors d'abord, on compte en milliards. Si on regarde par exemple en 2020, on a investi 1,7 milliard de fonds propres, donc des fonds de la Caisse des dépôts, donc qui étaient investis dans des projets alors de tout type. Ça peut être sur une résidence senior, ça peut être sur un réseau de chaleur, ça peut être bien évidemment dans l'action économique ou ce qui va tourner autour de l'activité du commerce. Voilà, un champ extrêmement vaste. On est aussi prêteur, puisque nous avons donc historiquement la possibilité de prêter sur des fonds d'épargne. Donc en 2020, nous avons prêté, je crois, près de 13 milliards, donc là, adressés aux collectivités locales et aux organismes de logement social. Là, ça, ce sont les grandes masses pour prendre en repère l'année 2020 de nos investissements et de nos engagements. Et je crois depuis 2018, plus de 700 projets qui ont été aidés ou financés voilà, sous cette forme que vous venez de présenter par cette Banque des territoires. Et donc, cette rénovation énergétique des écoles, ça concerne qui ? Alors, c'est à la fois une contribution de la Caisse des dépôts au titre d'une priorité que nous avons dans le cadre du plan de relance. Vous savez que dans le cadre du plan de relance de l'État, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, a décidé d'y apporter une contribution. On y apporte 26 milliards. Et parmi des priorités sur lesquelles nous avons donc décidé de nous investir, il y a la transformation, la transition énergétique et écologique. Et dans ce cadre-là, nous avons donc décidé de mener un certain nombre d'actions, de plans d'action ciblés, l'idée étant d'avoir des résultats très rapides. Et une de ces cibles, c'est une autre priorité de la Banque des territoires, c'est le programme donc Action Cœur de Ville, qui s'adresse à 230, j'arrondis, villes de France, qui sont plutôt effectivement les villes moyennes. Et nous proposons à ces villes, qui sont une priorité pour nous, eh bien, de les accompagner dans la transformation dans les 2 ans qui viennent de 1000 de leurs écoles, donc d'où effectivement ce programme 1000 écoles. Rénovation énergétique pour l'essentiel, pour faire en sorte que ces écoles soient adaptées à tout un certain nombre de critères, mais aussi rénovation qui peuvent porter aussi sur la question évidemment pédagogique, puisqu'on est dans un lieu extrêmement important pour ces villes.
Il y a déjà vous dites, l'objectif c'est que l'action soit rapide, ça veut dire qu'il y a déjà de l'argent qui a commencé à être fléché, des projets qui sont en train d'avancer? Alors aujourd'hui, pour résumer, on accompagne les villes, cœurs de ville, dans un premier temps qui est vraiment l'aide à la décision. Elles ont des idées sur les écoles sur lesquelles elles veulent concentrer ce travail de rénovation, mais elles n'ont pas encore complètement décliné toutes les conditions de mise en œuvre. Donc on les aide à préciser comment passer à la transformation. Et une fois qu'elles sont dans la phase de transformation, la question devient pour la Banque des Territoires comment on peut aider au financement. Et donc là, nous avons effectivement sur toute cette chaîne de valeur, finalement, de la décision, on conseille, la transformation, on finance et on aide aussi à piloter pour voir effectivement s'il y a bien des résultats ensuite en termes notamment énergétiques. Donc là, on en est à quelle phase? C'est la phase de conseil? C'est la phase de démarrage, puisque ce plan a été lancé il y a grosso modo 1 mois. Donc on est aujourd'hui dans la phase de présentation dans chacune de ces 230 villes de modalités d'intervention possibles de la Caisse des dépôts. C'est une offre qui interviendra sur un temps court, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments qu'on va financer à 100%, notamment dans la phase conseil. Mais ça, on va ouvrir cette possibilité dans l'année qui vient. L'idée étant d'activer, vous le comprenez bien, tout ce qui peut contribuer aussi à la relance. Et donc, parce qu'on sait que derrière ça, il y a aussi des chantiers pour des entreprises, donc des emplois que l'on soutient. Oui. Voilà, c'est aussi toute cette perspective qu'on a en tête. Alors justement, c'est quel type, si on rentre un peu dans le détail de cette rénovation énergétique, qu'est-ce que pourrait financer la Banque des Territoires ? Alors fondamentalement, ça peut être vraiment tout type de travaux. Ça peut être des travaux pour éviter qu'il y ait des déperditions de chaleur, donc la lutte contre l'isolation des bâtiments, ce qu'on appelle les passoires thermiques. On sait qu'elles sont nombreuses dans les bâtiments publics. Donc c'est une cible, d'ailleurs qu'on partage de ce point de vue-là avec l'État pour essayer de régler ce sujet de manière assez massive. Ça peut être bien sûr sur les modes de chaleur, s'il faut rénover les chaufferies, s'il faut transformer les modalités de production de la chaleur dans les écoles, mais ça peut être aussi, on sait qu'on va manifestement vers des épisodes caniculaires qui peuvent être assez redoutables pour la population qui vit dans les écoles, et donc l'idée c'est aussi de travailler sur ces questions-là aussi. Donc je pense qu'on peut vraiment intervenir sur tout type de travaux, le tout étant de bien conseiller, de bien aider les décideurs locaux à arbitrer de la nature des travaux à opérer, dans quel sens, dans quel ordre, et pour obtenir quel résultat. Et dans le cadre de ce programme 1000 écoles, il est encore temps là pour des élus de candidater ? Oui, alors il n'y a même pas besoin de candidater puisque cette offre, elle est vraiment ouverte aux villes du programme Action Cœur de Ville, comme je le disais, notamment avec une sorte de bonification, pour reprendre un terme que tout le monde comprend bien, sur certaines de nos aides pour les porter très fortement pendant 1 an. Mais voilà, l'idée vraiment c'est que quand elles ont pris leur décision ou quand elles veulent enclencher le processus, il suffit qu'elles s'adressent à nos directions régionales. Dans le cadre de ce programme Cœur de Ville, il y a d'autres actions menées par la Banque des Territoires ? Très nombreuses, puisque c'est vraiment, je le disais, un axe prioritaire pour nous. Nous sommes présents depuis le début de ce programme. On y investit aussi beaucoup de moyens en fonds propres, en prêts, en ingénierie. On est aussi présent aujourd'hui sur d'autres programmes, comme le programme Territoire d'Industrie, le programme Petite Ville de demain. Donc nous sommes très adossés à ces initiatives et sur le programme Action Cœur de Ville, effectivement, on peut être sur des sujets économiques. On est très mobilisé sur la question du commerce, qui est un sujet très très important. Et pour ce qui est de la transition environnementale, par exemple la biodiversité, il y a des actions menées en faveur de la biodiversité. Nous sommes en train, effectivement, nous avons lancé au début de cette année, en lien avec la BEI, une offre qui s'appelle S-Green Plus, donc, qui est en fait l'accompagnement par la Banque des Territoires à l'édification, on peut dire, à la précision des projets des villes cœur de ville qui veulent faire de la résilience climatique
et du développement des biodiversités comme axe de développement, de dynamisation et donc aussi d'attractivité de leur territoire, un axe prioritaire. Et donc là, on les aide, un peu comme on l'a dit sur le plan Mille-Écoles, à vraiment bien poser les éléments du diagnostic pour aider à la décision. Et ensuite, on sera là s'il faut transformer pour trouver des solutions de financement. Merci beaucoup. Merci Michel-François Delannoy. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur le retard français en matière d'éolien maritime. Pourquoi l'éolien maritime tarde à décoller en France? C'est le thème de notre débat avec Alexandre Reusch. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Vincent Ballès. Bonjour. Bienvenue, directeur général de WPD Offshore et Solar France. WPD, c'est un producteur d'énergie 100% renouvelable, créé en Allemagne en 1996, c'est ça? Tout à fait. Combien l'entreprise a-t-elle installé de parcs éoliens maritimes depuis 96? Et puis question subsidiaire, comme ça va d'entrée poser l'enjeu. Combien en France? Alors, en nombre de parcs installés, nous avons 3 parcs installés en Allemagne, et notamment le premier parc allemand, qui est Baltic 1, qui a été installé en 2010. Aujourd'hui, nous installons un 4e parc à Taïwan, et nous installons 2 parcs en France. Mais bien évidemment, malheureusement, aujourd'hui en France, il n'y a encore aucune éolienne. Aussi, il y a un prototype installé en France, mais les parcs sont en cours de construction. Ouais. Effectivement, on va regarder ensemble. Moi, ce qui m'a donné envie de vous inviter, c'est un article des Échos où je tombe sur cette statistique sur le nombre d'éoliennes en mer. Alors là, c'est pas un parc, c'est le nombre d'éoliennes. Ouais. Dans un parc, il y a combien d'éoliennes en général? Il y a 60 à 80 éoliennes. Bon, voilà. Et donc, le Royaume-Uni met très largement en tête au niveau européen, 2294, c'est fin 2020, devant l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, et ensuite la Belgique, la Suède, la Finlande, tous ces pays sont loin devant la France, et la France, effectivement, vous l'avez dit, c'est une éolienne, et encore, on parle d'un prototype, Alexandre Reusch, c'est ça, pour l'instant? On parle d'un prototype, qui est d'ailleurs un prototype d'éolienne flottante, en l'occurrence. Mais c'est vrai que nous, on a débuté en 2011-2013, on a eu les premiers appels d'offres, et on a mis du temps pour développer ces parcs. Les premiers parcs mis en service devraient être installés à l'été 2022. Voilà. Comment vous l'expliquez ? On l'explique par... il y a 2 éléments, je pense, qui pourraient peut-être expliquer ce retard, entre guillemets. C'est d'abord qu'à l'époque, on avait un processus de développement qui était assez long, assez complexe, d'un point de vue purement administratif et réglementaire. Et puis, on a eu beaucoup de recours. Les projets étaient attaqués à différents niveaux. Et justement, le processus administratif permettait d'attaquer les projets à différents niveaux. Mais on a eu également du retard parce qu'en fait, entre les premiers projets qu'on a lancés, si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, les premiers projets ont également mis du temps à être développés, c'est normal, c'était les premières expériences, donc forcément, ça met plusieurs années. Mais nous, la différence par rapport aux autres pays, c'est qu'on a également mis du temps à lancer la deuxième vague de projets. C'est-à-dire qu'on a globalement attendu à peu près 5 ans entre 2014 et 2019 pour vraiment relancer la machine. Est-ce que ça ne s'explique pas tout simplement par les blocages, la difficulté de mener des concertations avec les riverains, les habitants, les pêcheurs? Il y a quelques semaines, on a fait sur ce plateau un débat autour du projet dans le Morbihan. Il y a eu 5 mois de concertation, donc c'est un temps quand même assez long. Et on est toujours, ou en tout cas quand ils sont venus, on en est toujours à un stade de blocage, c'est-à-dire que finalement la zone à définir, personne n'est d'accord sur la zone à définir et on voit que le projet avance pas. Vincent Ballès, est-ce que c'est aussi ça le problème de l'éolien maritime français? Alors c'est effectivement un vrai enjeu. Identifier les zones de projet, c'est l'enjeu principal pour l'éolien en mer, pour pouvoir projeter plus d'éolien en mer. Et c'est un travail, ce qu'on appelle dans le monde maritime, c'est la planification de l'espace maritime. Ouais. Les autres pays européens que vous avez cités, Angleterre, Allemagne, Danemark, ont tous fait ce travail de planification, mettre autour de la table les acteurs de la mer, les pêcheurs, les navigateurs, etc., les éoliens en mer, pour trouver un espace. Nous, la filière éolien en mer, nous visons à 2050 50 gigawatts, donc une cinquantaine de projets. Ça représente moins de 3% de l'espace maritime. Et il y a un espace maritime qui en plus peut être partagé. Donc l'objectif, c'est, notre demande, elle n'est pas gigantesque, mais il faut trouver les bons secteurs et donc planifier. Mais on voit que ça a du mal vous avez du mal à convaincre les riverains et les pêcheurs. Comment vous l'expliquez ?
c'est une filière nouvelle. C'est une filière qu'il faut expliquer sur tous nos projets. On a aujourd'hui en construction nos projets à Fécamp, à Courseulles. Il faut faire beaucoup de pédagogie, expliquer les projets. Il y a beaucoup d'imaginaire aussi autour de ces projets parce qu'on voit beaucoup passer aussi de fake news, de désinformation par rapport à des éoliennes qui seraient sur la plage ou qui seraient dangereuses pour tout ou rien. Il y a beaucoup de travail de pédagogie par rapport à un imaginaire qui se construit parce que les projets n'existent pas. Dès que les projets commencent à voir le jour, il y a une dynamique qui s'installe. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment sur nos projets en Allemagne. Nos premiers parcs, on a mis 10 ans à les sortir de l'eau également. Les suivants, ça s'est fait en 4, 5 ans. Donc une fois que la première vague, la première dynamique s'enclenche, derrière, la suite peut accélérer. Alexandre Roche, s'il y a justement des fake news ou des tabous, je ne sais pas, liés à l'éolien en mer, et qu'il faut leur tordre le cou, vous diriez quoi ? Je pense que justement les débats publics sont l'occasion de répondre à toutes ces questions. Il y a des questions légitimes sur les impacts visuels. Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu un projet, on ne peut pas s'en faire une idée. Mais justement, il y a toute une série d'informations qui sont données pendant ces débats publics. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est aussi justement quelque chose de nécessaire pour installer un peu cette culture d'une filière qui est nouvelle. Et puis, comme le disait M. Ballès, oui, on est en retard, mais il ne faut pas oublier que les choses ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a quand même su apprendre collectivement, je parle des services de l'État, de la filière et finalement de tous les usagers de la mer, de ce qui s'est passé dans les autres pays. Et donc on a, ces dernières années, un cadre justement réglementaire qui était une des explications du retard qui a énormément évolué. Ça veut dire quoi ? Il y a moins de recours qu'avant ? Alors, il y a en fait un processus qui est beaucoup plus unifié. Donc il y a besoin d'un nombre plus limité d'autorisations. Elles sont regroupées finalement, plus regroupées qu'avant. Et puis, comme les autres pays, on a aussi désormais l'État qui va prendre en charge un certain nombre d'études préparatoires. Parce qu'il faut voir qu'avant, on était dans un système qui n'était pas du tout optimisé. Chaque candidat qui voulait se présenter à un appel d'offres devait mener lui-même ses propres études. Et on allait comme ça de consortium en consortium, alors que là, on a aujourd'hui un dispositif beaucoup plus simplifié. Donc oui, nous, on pense que les prochains projets vont être beaucoup plus rapides à sortir de l'eau. Le succès britannique, vous l'expliquez comment ? Le succès britannique, et je pense que c'est un point de la pédagogie qu'on évoquait juste avant, ça tient aussi à l'urgence de transition énergétique. La Grande-Bretagne était très dépendante du charbon et dans les années 2000-2010 a décidé d'accélérer cette transition énergétique en développant les énergies renouvelables. L'éolien en mer produit beaucoup d'électricité. Les vents marins sont plus forts, on peut installer des éoliennes plus grandes qu'on produit beaucoup d'électricité. Un parc, c'est à peu près la consommation électrique d'un département. Consommation domestique d'un département. Donc ça produit beaucoup d'électricité, c'est un accélérateur de cette transition. Est-ce que ça en produit plus que l'éolien terrestre ? Oui. En termes d'efficacité ? À puissance équivalente, on est à peu près sur un facteur 2. On produit à peu près quasiment 2 fois plus en mer qu'à terre parce que les vents sont plus forts. Dès que, pour ceux qui connaissent le littoral, qui naviguent, etc., on sait que les vents sont plus permanents, plus constants. Donc après, il faut une combinaison des deux. Il ne faut pas se dire on se tourne vers tout l'un ou tout l'autre. Il faut une combinaison des deux. Mais les vents sont plus forts, donc c'est vraiment un accélérateur. Pour l'Angleterre, en termes d'énergie renouvelable, en 2010, dans le mix électrique, c'était 7%. En 2019, 37%. Il y a eu vraiment une bascule très forte et l'éolien en mer a joué toute sa place. Donc si je vous entends bien, il y a une volonté politique évidemment, mais c'est aussi lié à l'histoire énergétique du pays. Nous, ça s'explique peut-être aussi par la puissance du nucléaire en France. Le fait que la transition se fasse moins vite. Exactement. L'Angleterre, le Royaume-Uni 2000-2010, l'enjeu de baisser le CO2 est très fort, donc il y a ce levier-là. En France, l'électricité produite est très faible en émissions de CO2. Donc nous, notre enjeu de transition énergétique, c'est plutôt par rapport à l'évolution d'un parc vieillissant, d'un parc nucléaire, d'un parc électrique vieillissant, et le combiner vers un parc en mix nucléaire électrique. Alors Alexandre Roche, on est dans quel échéancier là, si on se projette sur les... Alors vous avez cité deux projets WPD, il y a Courseulles-sur-Mer, Fécamp, il y en a d'autres j'imagine. Donc vous disiez dès l'année prochaine, dès 2022, il y en a un premier qui doit ouvrir. Voilà, on va avoir les premiers parcs... les premiers parcs sont en réalité en construction, donc c'est des projets, des constructions qui mettent à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc on devrait avoir physiquement des éoliennes qui tournent dans l'eau à l'été 2022. Où ça ?
Alors on va commencer à Saint-Nazaire, ça sera le début. Et puis ensuite, en effet, on va voir arriver les résultats des appels d'offres que j'évoquais, 2011-2013. Et puis parallèlement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aussi lancé d'autres appels d'offres en Normandie. Et on va avoir également un appel d'offres très important sur l'éolien flottant en Bretagne, dans le sud de la Bretagne. Parce que si on veut tempérer un peu le sentiment qu'on pourrait avoir comme ça d'être en retard, on a quand même 2 éléments assez forts sur lesquels on s'est différencié. C'est un, le fait qu'on a pris le lead sur l'éolien flottant. On va être, avec cet appel d'offres éolien en mer en Bretagne, le premier pays en Europe à lancer un appel d'offres commercial sur l'éolien flottant. On a 4 fermes pilotes en Méditerranée sur l'éolien flottant. Donc l'éolien flottant, je rappelle, ça va permettre d'aller plus loin des côtes et d'exploiter finalement des zones qu'on ne pourrait pas exploiter avec l'éolien qui est ancré au sol. Et donc de réduire un peu la difficulté pour les riverains à accepter un projet, parce qu'évidemment, si les éoliennes sont plus loin, on les voit moins. Ça permet de diversifier en effet les zones qu'on pourrait identifier. Ça, c'est un premier point sur lequel, encore une fois, pour le coup, on est en avance. Et le deuxième élément, c'est que tout au cours de ce processus de développement, on a aussi bâti une filière industrielle. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête. On n'est pas là juste pour produire de l'énergie. Il y a à peu près 11 usines aujourd'hui en Europe qui produisent des équipements pour l'éolien en mer flottant. On en a 3 sur le territoire français. Donc vous disiez tout à l'heure, on n'a pas une seule éolienne. Mais on en a construit beaucoup. Mais on a déjà 3 implantations industrielles à Cherbourg, Saint-Nazaire et bientôt au Havre. Qui vont d'ailleurs, qui pour l'instant, leur carnet de commandes se nourrit de l'export, mais qui vont alimenter ces futurs projets en France. En quelques mots, les 2 projets, Courseulles et Fécamp, quelle échéance pour les connecter au réseau ? L'échéance de fabrication, c'est aujourd'hui. Ouais. Si vous allez au Havre, vous allez voir un très grand chantier de fabrication de fondations, de fabrication des éoliennes avec l'usine en cours de construction. Il y a 800 personnes d'ores et déjà mobilisées. Et les travaux en mer vont commencer en 2022 pour les mise en service en 2023. Voilà, parce qu'il y a évidemment aussi des enjeux en termes d'emploi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Allez, tout de suite, on passe à table. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Marianne Canto, la présidente de À Table. Bonjour. Bonjour. À Table, c'est 4 métiers complémentaires. J'ai vu ça sur votre site. Ça veut dire quoi ? Eh bien, écoutez, c'est d'abord un vrai savoir-faire dans le domaine et un amour de la gastronomie, notamment la gastronomie française. Et après, on a articulé en fait nos métiers en fonction des attentes des clients. Donc, le premier métier qu'a À Table aujourd'hui en Île-de-France, c'est de la livraison de produits de bouche de qualité pour les entreprises, notamment des petits déjeuners, des buffets, des cocktails, etc., avec des produits frais et issus de l'économie circulaire locale, autant que faire se peut. Premier métier. Deuxième métier, traiteur événementiel pour les entreprises corporate. En complément et pour répondre, je dirais, à la baisse d'activité très forte qu'on a connue du fait du Covid, on a décidé de lancer une activité d'événements privés, donc des anniversaires et des mariages. Et enfin, c'est un 4e pôle qui est la sous-traitance, notamment pour des chefs étoilés ou certains acteurs de la food tech, où on va leur produire des produits frais à façon en fonction de leur cahier des charges. D'accord. Donc effectivement, le pôle, on va dire, événementiel, celui-là, comme tout l'événementiel, l'activité s'est complètement arrêtée. Est-ce que vous avez pu compenser avec les autres piliers d'À Table ? Alors effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord, on avait fait l'objet d'une éviction. On était basé à Saint-Ouen, où on s'était installé en 2015. Et en fait, en 2017, les pouvoirs publics et les collectivités locales nous ont informé que notre site, dans lequel on avait investi plus d'1 million d'euros, allait faire l'objet d'une éviction dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Donc vous avez dû déménager. C'est ça. Et on nous a dit, c'est facile, au 31 décembre 2019, il va falloir que vous partiez. Et donc, on s'est dit qu'on venait de s'installer. Bon, après, vous avez reçu des aides ? Oui, on a une indemnité d'éviction et qui a été très correcte. On a discuté avec des gens quand même compréhensifs et qui nous ont indemnisés tout à fait correctement et qui en plus nous ont aidés à trouver un nouveau site à Épinay-sur-Seine, donc toujours en Seine-Saint-Denis, parce que nous on est très attachés au territoire de la Seine-Saint-Denis, et une ancienne usine à confiture.
sur les bords de Seine, et un endroit où j'adorerais que vous veniez un jour, Monsieur Hughes, tourner une émission, parce que le site est juste sublimissime. Ouais. C'est un site éco-conçu en phase de certification HQE, haute qualité environnementale, ce qui veut dire, bon, je ne sais pas s'il est temps d'en parler ou pas, mais ce qui veut dire que en fait tous les matériaux utilisés, le confort de travail, la lumière, chaque choix des machines a été pensé pour respecter l'environnement et pour penser au bien-être des collaborateurs et des gens qui y travaillent. Alors justement, on va développer cet aspect donc sur ce nouveau site. Les principes de développement durable, vous les retrouvez à différentes étapes. Par exemple, si on prend la récupération des eaux de pluie, si on prend, enfin, vraiment, vous l'avez pensé éco-conçu, comme on dit. Voilà, exactement. On l'a complètement pensé éco-conçu. Donc ça s'est matérialisé à plein d'étapes différentes dans la rénovation de ce site. Ouais. D'abord, on a voulu faire un lien entre le passé, c'était un ancien site industriel désaffecté depuis plus de 30 ou 40 ans, et le propriétaire, parce qu'on est locataire de site, nous a fait confiance, et on lui a fait confiance pour en faire un site très beau. Il s'agit de la famille Assouli. On est hébergé sur un site qui s'appelle la Fabrique Bagné, et qui est complètement ancré dans le domaine de l'ESS. Et en fait, si vous voulez, donc on a commencé par essayer on est en Seine-Saint-Denis. Donc en Seine-Saint-Denis, quand on veut faire de la nourriture et de la permaculture comme ce qu'on fait aujourd'hui, il faut d'abord commencer par dépolluer les sols, parce que la Seine-Saint-Denis est bien sûr une terre industrielle, anciennement industrielle, et les sols sont souvent très très pollués. Donc d'abord on a dépollué les sols. Après on a essayé de réutiliser au maximum tous les matériaux qui étaient là, qui ont été réutilisés pour faire les sous-bassements et construire le nouveau bâtiment. Après, il y a eu sur les éclairages, sur la qualité isophonique des locaux, etc. Il y a eu énormément de travail de conception, de mise en œuvre. Donc les éclairages, typiquement, c'est un système qui s'appelle DALI, qui permet d'éclairer exclusivement quand vous arrivez dans la pièce et en fonction de la luminosité extérieure. Vous voyez, il n'y a plus d'interrupteurs quasiment dans nos locaux, c'est comme ça qu'on travaille, et après ça se règle et ça se génère, etc. Et donc, alors il nous reste une minute, donc je voudrais quand même qu'on parle de la production de nourriture, parce que c'est votre cœur de métier. Vous privilégiez les circuits courts, ça suppose quoi comme organisation ? Alors, ça suppose une organisation différente, c'est-à-dire qu'on va aller essayer de supprimer les intermédiaires, clairement, et de remonter la chaîne de valeur auprès des producteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, par exemple, sur le poisson. On va travailler avec les produits Noirmoutrin, qui sont très implantés à l'ouest de la France, et qui va travailler avec des bateaux de petite pêche. Ça, c'est un premier exemple. Après, sur les yaourts, on va travailler avec quelqu'un qui fait que des produits bio dans le 60. Après, sur les huîtres, on va travailler avec Joël Dupuche, qui est bien connu. Voilà. Vous avez fait en sorte de supprimer le plus possible les intermédiaires et de sourcer tous vos produits à découvrir grâce à table. Merci beaucoup Marianne Canto, et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr ou alors sur les box 9h, midi, 20h30, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.